J'étais là, devant ma valise ouverte, le tissu de mes vêtements, soigneusement plié hier encore, éparpillé autour de moi. Mes mains tremblaient légèrement, trahissant une panique que j'essayais désespérément de refouler. Un filet de lumière lunaire, pâle et indifférent, filtrait à travers les voilages de soie de cette suite, qui était censée être mon nouveau chez-moi. Comment en étais-je arrivé là? Ce n'était pas un choix, en tout cas, pas un que j'ai fait librement. Enfin, si peut-être, mais les choix de la peur sont-ils vraiment libres? Je ne sais plus. Il y a 6 mois, ma vie était si simple, si prévisible, terriblement banale même, mais c'était de la mienne. Marie Dubois, 26 ans, avec des dettes étudiantes qui pesaient sur chaque respiration et une capacité à mémoriser les accords mets-de-vin qui m'avait valu ce poste de serveuse au Charmant, un restaurant italien parmi les plus chics de Paris. L'odeur de l'huile de truffe et du parmesan affiné était ma seconde nature. Mes talons noirs, obligatoires, lacéraient de mes pieds, mais le salaire, et surtout les pourboires, compensaient la douleur. C'était un ballet, un rituel millimétré où l'on devait anticiper les désirs des clients avant même qu'ils n'ouvrent la bouche. Un soir, il fallait porter une autre bouteille de Barolo à la table 7. Julien, mon chef de rang, me l'avait murmuré en passant, sans même me regarder. J'étais invisible, une ombre en uniforme noir, efficiente, sans plus. C'était ça, ma vie. Le fait est que mon premier vrai contact avec Pierre Vital, si on peut appeler ça ainsi, a été tellement confus que je me demande encore si ce n'était pas un rêve fiévreux dû à la fatigue. J'avais enchaîné les doubles services, couvrant la place de Sophie, qui avait soi-disant la grippe, mais je crois qu'elle était juste trop occupée avec un nouveau projet. C'est comme ça qu'elle appelait ses conquêtes. Bref, j'étais épuisé, mes os me faisaient mal. Ce soir-là, en ressortant de la cave à vin où j'étais allé chercher le fameux Barolo pour la table 7, j'ai senti l'atmosphère du restaurant changer. Ce n'était pas grand-chose, juste un léger silence, une tension imperceptible qui s'était installée. Et puis je l'ai vue. Ou plutôt, j'ai vu la table 12. Elle avait été vide toute la soirée, réservée mais inoccupée. Soudain, 4 hommes y siégeaient, un seul d'entre eux attirait le regard. Il portait un costume gris anthracite qui semblait moulé sur lui. Ce genre de coupe qui ne chuchote pas l'argent, mais le hurle. Ses cheveux sombres étaient impeccablement coupés, pas un seul ébouriffé. Je ne pouvais pas distinguer ses traits de loin, mais sa présence était palpable, écrasante. Elle traversait la pièce. Les 2 hommes à ses côtés étaient clairement des gardes du corps. Leur posture alerte et leur regard balayant la salle ne laissaient aucun doute, malgré leur costume hors de prix. Le troisième se penchait, parlant rapidement à voix basse. C'est lui, avait chuchoté l'un des commis en passant. Je n'avais pas besoin de demander qui était lui. Même durant mon bref passage au Charmant, les murmures circulaient. Pierre Vital, 33 ans, propriétaire de la moitié des affaires souterraines de la ville, disait-on, même si rien n'avait jamais été prouvé. De l'argent ancien mêlé à de nouvelles entreprises, certaines légitimes, d'autres dont on ne parlait qu'à voix basse. On racontait qu'il possédait de nombreuses affaires à travers Paris, y compris, selon la rumeur, une part significative du Charmant lui-même. Marie! La voix sèche de Julien a tranché mes pensées. La table 7 attend. Je me suis dépêché de livrer le vin, hyper consciente de cette table dans le coin, même en lui tournant le dos. Une sensation de picotement, comme si j'étais observé, m'a donné la chair de poule. Mais j'ai essayé de me convaincre que c'était juste la climatisation un peu trop forte du restaurant. Les 2 heures suivantes ont été un flou de commandes, d'assiettes et de ce sourire professionnel qui me faisait mal aux joues. J'avançais en pilote automatique, mon esprit s'égarant vers l'emploi du temps de demain et la possibilité de faire 1 heure supplémentaire pour couvrir la facture de plomberie inattendue de la semaine dernière. La table 12 est restée occupée, bien que je n'y sois pas affecté. Ces tables étaient réservées à Julien et aux serveurs les plus expérimentés. Pourtant,
Je ne pouvais m'empêcher de jeter des coups d'œil discrets quand je pensais que personne ne me verrait. Une fois, j'ai aperçu son profil. Une mâchoire forte, un nez droit et des cils étonnamment longs. Puis il a tourné légèrement la tête et j'ai détourné le regard d'un coup, mon cœur battant la chamade comme si j'avais été prise en flagrant délit. Il était presque minuit quand le restaurant a commencé à se vider. Ma section était propre et j'essuyais la dernière table quand Julien est apparu à mon coude. « Apporte ça à la table 12, a-t-il dit, me tendant un porte-facture en cuir. À l'intérieur, il y avait une addition avec un chiffre qui m'a fait écarquiller les yeux. « Mais c'est ta table, » ai-je dit, confuse. Julien ne renonçait jamais à ses tables les plus généreuses. Son expression était illisible. « Monsieur Vital a demandé votre présence, spécifiquement. » Le porte-facture est devenu soudainement lourd dans mes mains. Moi, mais je n'ai même pas « fais-le ». Mais Julien m'a coupé, son ton rendant clair que ce n'était pas une requête. Mon pouls s'est accéléré tandis que je traversais le restaurant maintenant silencieux. 2 des hommes étaient partis, ne laissant que Pierre et un garde. En m'approchant, j'ai senti mon masque professionnel glisser, révélant la fatigue en dessous. J'ai posé le porte-facture sur la table avec des mains que j'étais fier de ne pas voir trembler. « Votre addition, monsieur. » C'est là que je l'ai vu clairement pour la première fois. Ses yeux étaient sombres, pas simplement marrons, mais d'une profondeur de couleur qui semblait absorber la lumière plutôt que la refléter. Ses traits étaient frappants plutôt que conventionnellement beaux, trop intenses, trop imposants. Un visage habitué à être obéi. Ses yeux ont dardé les miens et l'air a semblé disparaître de la pièce. La reconnaissance a scintillé, bien que j'étais certaine de ne l'avoir jamais rencontré. J'aurais dû m'en souvenir. « Merci, » a-t-il dit, sa voix basse et douce, avec juste un soupçon d'accent qui perçait à travers un français cultivé. J'ai fait un pas en arrière, prête à battre en retraite, quand il a ouvert le porte-facture. Avec une adresse coutumière, il en a extrait plusieurs gros billets, les a placés à l'intérieur et l'a refermé. Ce faisant, quelque chose a brillé à sa main droite. Une lourde chevalière en or avec un écusson complexe que je n'ai pas pu distinguer. « Bonne soirée », ai-je réussi à dire, prenant le porte-facture et m'éloignant, dérangé par la façon dont son regard semblait voir à travers mon vernis professionnel soigneusement construit. Je suis retourné à la zone du personnel, le cœur battant toujours la chamade, et j'ai ouvert le porte-facture pour traiter le paiement. Le pourboire était astronomique, assez pour couvrir ma facture d'électricité en retard, et plus encore. Un soulagement m'a envahi, suivi immédiatement d'une inexplicable inquiétude. Pourquoi moi? Pourquoi un tel montant? J'ai terminé mes tâches de fermeture rapidement, impatiente d'échapper à la sensation persistante de ses yeux sombres. L'air nocturne était frais contre ma peau rougie, alors que je sortais par l'issue du personnel dans l'allée derrière le restaurant. La plupart des employés se garaient sur le petit parking adjacent au bâtiment, mais ma vieille Clio était encore au garage. Encore une dépense que je ne pouvais pas me permettre. L'arrêt de bus était à 3 pâtés de maison. Resserrant ma mince veste autour de moi, j'ai commencé à marcher, mon esprit toujours perplexe face à cette rencontre. J'étais tellement distraite que j'ai failli le manquer. Le petit objet lourd que mes doigts ont rencontré dans le porte-facture que je serrais encore. Je me suis arrêté sous un lampadaire et j'ai rouvert le porte-facture. Là, niché contre les billets, se trouvait une bague, la même chevalière en or que j'avais vue à son doigt. Mon souffle s'est coupé en la soulevant, sentant son poids substantiel. L'écusson était clair maintenant, un lion stylisé agrippant quelque chose entre ses pattes. La panique a éclaté. Était-elle tombée? L'avait-il laissée par erreur? Quoi qu'il en soit, l'avoir en ma possession était dangereux, comme tenir une grenade dégoupillée. Je suis revenu vers le restaurant, mon corps fatigué protestant, mais mon esprit était décidé. Je ne pouvais pas garder ça, et je ne pouvais certainement pas attendre jusqu'à demain pour la rendre.
Si elle était précieuse, et elle l'était clairement, il pourrait penser que je l'avais volée. L'entrée principale du Charmant était sombre maintenant, les derniers clients partis. Je me suis dépêché de contourner le bâtiment par l'entrée latérale, où des voitures de luxe étaient toujours garées sur le parking privé. Mon cœur s'est serré en ne voyant aucune qui corresponde à ce qu'un homme comme Vital pourrait conduire. Mais alors je l'ai repérée. Une élégante Bentley noire avec un chauffeur à côté. Plus loin, un autre homme que j'ai reconnu comme le garde du corps de tout à l'heure fumait. Prenant une profonde inspiration, je me suis approché. Le chauffeur m'a remarqué en premier, sa posture se modifiant subtilement en alerte. Le garde a laissé tomber sa cigarette, l'écrasant sous une chaussure cirée. « Excusez-moi », ai-je dit, ma voix plus petite que je ne l'avais voulu. « Je dois rendre quelque chose à Monsieur Vital. Il l'a oublié à sa table. » Les yeux du garde se sont rétrécis. Monsieur Vital ne laisse rien derrière lui. J'ai levé la bague, son or scintillant sous le lampadaire. C'était dans le porte-facture. Quelque chose a traversé le regard des deux hommes. Un échange que je n'ai pas pu interpréter. Puis le garde a hoché la tête une fois et s'est dirigé vers la portière arrière de la voiture. Elle s'est ouverte avant qu'il n'y arrive, et Pierre Vital a émergé, sa haute silhouette se déroulant avec grâce. Il n'a pas semblé surpris de me voir là, frissonnant légèrement dans l'air nocturne. « Mademoiselle Dubois », a-t-il dit, et le fait qu'il connaisse mon nom m'a parcouru d'un frisson qui n'avait rien à voir avec la température. J'ai tendu ma main, la bague reposant dans ma paume. « Vous avez oublié ceci, monsieur. J'ai pensé que vous voudriez le récupérer immédiatement. » Il n'a fait aucun mouvement pour la prendre, son expression illisible alors qu'il étudiait mon visage. « Vraiment ?» a-t-il demandé doucement. La confusion m'a envahi. C'était dans le porte-facture. J'ai supposé qu'elle était tombée ou... J'ai laissé ma phrase en suspens, soudaine et incertaine. Un petit sourire a courbé ses lèvres, bien qu'il n'ait pas atteint ses yeux. « Rien n'arrive par accident dans mon monde, mademoiselle Dubois. » Ces mots ont plané dans l'air entre nous, alors que la compréhension se faisait lentement jour. Il n'avait pas oublié la bague. Il l'avait laissée délibérément. Mais pourquoi? Je ne comprends pas, ai-je dit, mon bras toujours tendu, la bague semblant plus lourde à chaque seconde. Il s'est alors avancé vers moi, ses pas mesurés et délibérés. J'ai lutté contre l'envie de reculer, alors qu'il s'arrêtait juste devant moi, assez près pour que je puisse sentir les notes subtiles de son parfum, quelque chose de chair et de sur-mesure avec des touches de cèdre et d'épices. « C'est assez simple, » a-t-il dit, prenant la bague dans ma paume. Ses doigts ont effleuré les miens, le contact bref mais électrique. Je voulais vous rencontrer correctement. Je l'ai fixé, complètement sans voix. Il a remis la bague à son doigt avec une aisance habituelle. Pourquoi ai-je finalement réussi à articuler? Ce sourire est revenu, énigmatique et calculateur. Vous êtes différente des autres, vous observez, vous remarquez des choses. Il a légèrement incliné la tête. Vous m'avez remarqué. Tout le monde vous remarque, ai-je répliqué sans réfléchir, puis j'ai immédiatement regretté mon audace. Mais il a ri. Un son authentique qui a transformé ses traits sévères. Peut-être, mais pas de la même manière que vous. Il a jeté un coup d'œil à sa montre, une pièce discrète qui coûtait probablement plus que mon salaire annuel. Il est tard, mon chauffeur vous raccompagnera chez vous. Ce n'était pas une requête. La portière de la voiture était ouverte, attendant. Ce n'est pas nécessaire, ai-je protesté. Je prends le bus à 7 heures. Son expression s'est durcie. Absolument pas. La peur et l'indignation se sont disputées en moi. Je le fais tous les soirs. Plus maintenant, a-t-il dit simplement, comme si réécrire ma vie était dans son pouvoir. Et peut-être l'était-ce. Avant que je puisse formuler une autre objection, il a fouillé dans sa poche et a extrait une carte de visite. Demain soir, 20 heures. Il m'a pressé la carte dans la main. J'enverrai une voiture. Je travaille demain, ai-je dit faiblement, sachant même en parlant que cela n'aurait aucune importance.
Non, a-t-il répondu. Vous ne travaillez pas. Sur ce, il a désigné la portière de voiture ouverte, signifiant clairement que notre conversation était terminée. L'épuisement et la confusion l'emportant sur la fierté, je me suis glissé dans l'intérieur somptueux en cuir de la Bentley, l'esprit tourbillonnant. Alors que la porte se refermait à côté de moi, j'ai baissé les yeux sur la carte de visite dans mes doigts tremblants. Elle contenait seulement son nom et un numéro de téléphone gaufré en simple texte noir sur un épais papier crème. Le chauffeur s'est glissé à son siège, me jetant un coup d'œil dans le rétroviseur. « Adresse » a-t-il demandé calmement. Je la lui ai donnée, serrant toujours la carte, essayant toujours de comprendre ce qui venait de se passer. Alors que la voiture s'éloignait, j'ai jeté un dernier coup d'œil à Pierre Vital me regardant partir. Son expression était impénétrable, la chevalière brillant à nouveau à son doigt, comme une promesse silencieuse ou un avertissement. Cette nuit-là, le sommeil m'a fui. Je me suis tourné et retourné dans mon petit appartement, rejoint la rencontre avec Pierre Vital dans ma tête. Sa carte de visite était posée sur ma table de chevet, les lettres gaufrées captant la faible lueur des lampadaires filtrant à travers mes minces rideaux. Je n'avais pas appelé le numéro. Je n'allais pas appeler le numéro. Quel que soit son jeu, je ne voulais pas en faire partie. Au matin, l'épuisement s'était posé sur moi comme une lourde couverture. Mais ma détermination était ferme. J'irais travailler comme d'habitude. J'expliquerai à Julien que la nuit dernière avait été un malentendu bizarre. La vie retrouverait son cours normal. L'univers, semble-t-il, avait d'autres projets. J'étais à la moitié de mon café du matin quand mon téléphone a sonné. C'était Julien. « Ne venez pas aujourd'hui !» a-t-il dit sans préambule, sa voix tendue. Mon estomac s'est noué. « Vous me renvoyez ?» Une pause. « Non, on vous a demandé ailleurs. » La façon dont il a dit « demander » m'a donné froid dans le dos. « Julien, je ne sais pas ce qui se passe, mais je n'ai rien demandé. » Il m'a coupé, baissant la voix. « Écoutez-moi, quand Pierre Vital s'intéresse à quelque chose, ça devient sien. C'est comme ça que ça marche dans cette ville. Je ne sais pas ce que vous avez fait pour attirer son regard, mais mon conseil, ne vous battez pas. » L'appel s'est terminé avant que je puisse répondre, me laissant fixer mon téléphone avec incrédulité. Mes mains tremblaient légèrement alors que je le posais, des larmes de colère menaçant de couler. Pour qui Vital se prenait-il pour réorganiser ma vie sans mon consentement? Et qu'impliquait exactement le fait de montrer de l'intérêt? J'ai passé la journée dans un état d'agitation nerveuse, alternant entre défi et peur. En fin d'après-midi, je m'étais convaincu que je n'irais pas à la réunion que Vital avait organisée, quelle qu'elle soit. Je ne monterais pas dans une autre de ses voitures. Je ne deviendrais pas un jouet pour un homme dangereux, quelle que soit sa puissance. À 19h30 pile, mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. « Voiture arrive dans 15 minutes. » J'ai fixé le message, mon cœur battant. Comment avait-il obtenu mon numéro? Je ne le lui avais pas donné, ni à son chauffeur. Cette invasion de la vie privée ressemblait à une violation physique, me laissant essoufflé d'indignation. À 19h45, j'ai jeté un coup d'œil par ma fenêtre pour voir une élégante voiture noire au ralenti sur le trottoir. Pas la Bentley de la veille, mais une Mercedes tout aussi chère avec des vitres teintées. J'ai reculé, ma résolution précédente vacillant. Que se passerait-il si je ne descendais tout simplement pas? Mon téléphone a vibré à nouveau. « Mademoiselle Dubois, j'attends en bas. Monsieur Vital n'apprécie pas les retards. » La menace implicite dans ces simples mots a pris la décision pour moi. Refuser pourrait attirer plus d'ennuis que d'obtempérer, du moins pour l'instant. Je pourrais toujours partir si les choses devenaient inconfortables. Avec des mains tremblantes, j'ai enfilé la plus belle robe que je possédais, une simple robe fourreau bleu marine, mon passe-partout pour les entretiens d'embauche. J'ai appliqué un maquillage minimal, relevé mes cheveux châtains en une queue de cheval soignée et attrapé mon manteau. Quoi que Vital veuille, je l'écouterai, déclinerai poliment et mettrai cette étrange parenthèse derrière moi.
Le chauffeur se tenait à côté de la voiture quand je suis sorti de mon immeuble. C'était un homme différent de la veille, plus jeune, avec des cheveux courts et la posture alerte d'un ancien militaire. Il a ouvert la portière sans un mot, son expression professionnellement neutre. « Où allons-nous » ai-je demandé en me glissant sur la banquette arrière. « À la résidence de M. Vital » a-t-il répondu, fermant la portière avec un bruit sourd qui m'a semblé étrangement définitif. Le trajet nous a emmenés hors de mon quartier modeste vers le nord de Paris, où l'argent ancien vivait dans de vastes domaines cachés derrière des grilles ornées et des arbres matures. J'ai regardé par la fenêtre le paysage changer, devenant progressivement plus exclusif, plus éloigné du monde que je connaissais. Nous avons finalement tourné sur un chemin privé qui serpentait à travers des jardins méticuleusement entretenus. Des caméras de sécurité suivaient notre progression, et j'ai aperçu des hommes postés discrètement parmi les arbres, encore plus de garde. La maison, quand elle est finalement apparue, n'était pas le manoir ostentatoire auquel je m'attendais, mais un chef-d'œuvre architectural moderne de verre, de pierre et de lignes épurées qui réussissait à paraître à la fois accueillant et impénétrable. La voiture s'est arrêtée à l'entrée principale, où une femme en simple robe noire attendait. Ses cheveux argentés étaient tirés en un chignon sévère, sa posture droite comme un piquet. « Madame Dubois », m'a-t-elle accueilli alors que le chauffeur ouvrait ma portière. « Je suis Madame Leclerc, la gouvernante de Monsieur Vital. Veuillez me suivre. » Je l'ai suivi à travers d'immenses portes en bois dans une entrée vertigineuse. L'intérieur était une étude de luxe discret, cher mais pas ostentatoire, avec un accent mis sur l'artisanat plutôt que sur l'apparat. Des œuvres d'art originales pendaient au mur et les meubles semblaient appartenir à un musée du design. « Monsieur Vital vous rejoindra sous peu », a dit Madame Leclerc, me conduisant à un salon donnant sur un jardin illuminé. « Puis-je vous apporter quelque chose à boire pendant que vous attendez? »« Juste de l'eau, s'il vous plaît, » ai-je répondu, ma bouche soudain sèche. Elle a hoché la tête et a disparu, me laissant seul avec mon anxiété grandissante. Je me suis perché au bord d'une chaise en cuir, trop tendue pour apprécier son confort, et j'ai essayé de calmer ma respiration. L'eau est arrivée, apportée par un jeune homme en livrée discrète, mais Vital n'est pas apparu. 10 minutes se sont étirées en vain, et j'ai reconnu le jeu de pouvoir pour ce qu'il était. Me faire attendre, établir sa domination. Ma nervosité initiale a cédé la place à l'irritation. Si c'était ainsi qu'il traitait tous ses intérêts, il n'était pas étonnant qu'ils doivent recourir à de telles tactiques manipulatoires. J'envisageais de partir quand la porte s'est finalement ouverte. Pierre Vital est entré avec la grâce confiante de quelqu'un qui possédait non seulement la pièce, mais tout et tout le monde à l'intérieur. Il avait troqué le costume formel de la veille contre une tenue plus décontractée, un pantalon foncé et un pull en cachemire gris clair qui coûtait probablement plus de 3 mois de mon loyer. La chevalière brillait à sa main droite. « Mademoiselle Dubois », a-t-il dit, ses yeux sombres m'évaluant. « Merci d'être venue. » Je me suis levé, déterminé à conserver le peu d'avantages que la hauteur pouvait me donner. Avais-je le choix? Un sourire a effleuré son visage. Il y a toujours des choix. Vous avez choisi de me rendre ma bague hier soir au lieu de la garder ou de la vendre. Vous avez choisi de monter dans ma voiture ce soir. Après que votre chauffeur a sous-entendu qu'il y aurait des conséquences si je ne le faisais pas, ai-je riposté. Son expression s'est légèrement durcie. Philippe peut être trop zélé dans ses fonctions. Je m'excuse si vous vous êtes senti menacé. L'excuse m'a surprise, bien qu'elle ne semble pas entièrement sincère. Je suis restée silencieuse, attendant qu'il m'explique pourquoi j'étais là. Il a désigné la chaise que j'avais quittée. « Asseyez-vous, je vous en prie. Avez-vous mangé? » « Je n'ai pas faim, » ai-je dit, bien que ce fût d'un mensonge. Je n'avais pas eu d'appétit de toute la journée. Il a ignoré cela, appuyant sur un bouton d'un panneau discret dans le mur. « Madame Leclerc, nous allons dîner maintenant. » Avant que je puisse protester à nouveau, il a pris place en face de moi, m'étudiant avec ses yeux sombres et troublants. De près,
Je pouvais y voir des reflets ambrés, réchauffant ce qui aurait pu être un regard froid. Vous vous demandez pourquoi vous êtes ici, a-t-il dit finalement. Entre autres choses. Quoi d'autre vous tracasse, Marie? L'utilisation décontractée de mon prénom m'a semblé être une autre limite franchie sans permission. Pourquoi moi? Comment vous avez eu mon numéro de téléphone? Que pensez-vous exactement qu'il se passe ici? Il s'est adossé, semblant presque amusé par ma franchise. J'ai accès à des informations considérables quand je le désire. Quant à savoir pourquoi vous, il a marqué une pause. Vous êtes différente, authentique. Dans mon monde, c'est rare et donc précieux. Je ne suis pas à vendre, et je dis sèchement. Son expression s'est assombrie. Je n'ai jamais suggéré que vous l'étiez. Ne confondez pas mon intérêt avec quelque chose de grossier. La porte s'est ouverte, m'évitant d'avoir à répondre. 2 membres du personnel sont entrés avec des plateaux, installant un élégant repas sur la table près de la fenêtre. L'arôme de la nourriture préparée avec expertise a serré mon estomac vide. « Rejoignez-moi » a dit Vital quand ils sont partis, se déplaçant vers la table. Ce n'était pas une requête. J'ai hésité, puis j'ai pris à contre-cœur la chaise en face de lui. La nourriture, une sorte de pâte délicate aux fruits de mer, avait l'air et sentait incroyable. « Vous travaillez trop » a-t-il dit d'un ton de conversation, en versant du vin dans des verres en cristal. 60 heures la semaine dernière, je crois. Des doubles services, toujours la dernière à partir. Le fait qu'ils connaissent mon emploi du temps m'a traversé d'une nouvelle vague de malaise. J'ai besoin d'argent. Les prêts étudiants, il a hoché la tête. Histoire de l'art et commerce, n'est-ce pas? Une combinaison intéressante. Ma fourchette a cliqué contre l'assiette. Vous m'avez enquêté? J'aime savoir à qui j'ai affaire. Il a pris une gorgée de vin, me regardant par-dessus le bord de son verre. Vous êtes talentueuse, Marie, gaspillée au charmant. Ça paie les factures, ai-je dit défensivement. À peine. Il a posé son verre avec précision. J'ai une proposition à vous faire. Voilà, je me suis préparé à l'offre inappropriée qui allait arriver. Je ne suis pas intéressé à être votre maîtresse, Monsieur Vital. Un instant, il a eu l'air réellement surpris. Puis il a ri. Un son riche et chaleureux qui a transformé ses traits sévères. Est-ce que ce que vous pensez qu'il s'agit? La chaleur m'est montée au visage. Je ne sais pas de quoi il s'agit, c'est là le problème. Il m'a étudié, son expression redevenant sérieuse. Je veux vous offrir un emploi. J'ai un emploi. Comme je l'ai dit, un qui gaspille vos talents. Il a fait un geste vers la pièce. Je collectionne l'art. Ma collection est devenue ingérable. J'ai besoin de quelqu'un avec des connaissances et un sens esthétique pour la cataloguer correctement. Peut-être suggérer de nouvelles acquisitions. Le poste comprend un appartement sur le domaine et un salaire qui couvrirait vos dettes étudiantes en 1 an. Je l'ai fixé, complètement prise au dépourvu. De toutes les choses auxquelles je m'attendais, une offre d'emploi légitime n'en faisait pas partie. Cela semblait trop beau pour être vrai, ce qui signifiait que c'était probablement le cas. Pourquoi offririez-vous quelque chose comme ça à une parfaite inconnue? Vous n'êtes pas une parfaite inconnue. Je vous observe depuis un certain temps. L'aveu m'a donné un frisson. Ce n'est pas très rassurant. Il a haussé les épaules, sans s'excuser. Je me fais un devoir d'identifier des talents. Vous avez le sens du détail. Vous remarquez des choses que d'autres manquent. Votre mémoire de fin d'études sur le symbolisme de la Renaissance dans le branding d'entreprises modernes était particulièrement perspicace. Mon mémoire, il avait lu mon mémoire. La violation de la vie privée était stupéfiante. Donc, c'est une proposition commerciale, ai-je dit prudemment. Rien de plus. Quelque chose a scintillé dans ses yeux. De l'amusement peut-être, ou quelque chose de plus sombre. Cela vous décevrait-il si c'était le cas? Non, ai-je dit trop vide. Ce serait un soulagement. Alors considérez-vous soulagé. Il a pris sa fourchette et a commencé à manger. La question semblant réglée dans son esprit. Le poste est à vous si vous le voulez. Prenez quelques jours pour décider. J'aurais dû me sentir rassuré.
Au lieu de cela, le doute s'est insinué. Pourquoi tant d'efforts pour un catalogueur d'art? Il aurait pu engager un professionnel d'un simple coup de fil. Il devait y avoir plus. Nous avons mangé en silence pendant plusieurs minutes, la tension entre nous presque palpable. Malgré mes soupçons, la nourriture était trop bonne pour résister, et j'ai réalisé à quel point j'avais faim. Votre père était un artiste, a-t-il dit soudainement, avant l'accident. Je me suis figé, la fourchette à mi-chemin de ma bouche. Mon père était un sujet dont je discutais rarement. La douleur de sa perte était encore vive même après 8 ans. Comment pouvez-vous savoir cela? Comme je l'ai dit, je me fais un devoir de savoir les choses. Son ton était factuel, mais ses yeux contenaient quelque chose qui aurait pu être de la sympathie. Son travail était prometteur, dérivé de Hopper, mais avec une voix distinctive émergeant dans ses dernières œuvres. La colère a éclaté en moi, chaude et soudaine. Ne parlez pas de lui. Vous ne le connaissiez pas. Non, a concédé Vital calmement, mais je possède 3 de ses tableaux. Le choc de cette déclaration m'a momentanément privé de parole. Mon père avait très peu vendu de son vivant, son travail n'ayant gagné en reconnaissance qu'après sa mort. L'idée que cet homme, cet inconnu, possède des pièces de l'héritage de mon père, m'a semblé être une autre invasion. J'aimerais les voir, ai-je dit finalement, ma voix à peine audible. Quelque chose a changé dans l'expression de Vital. De la satisfaction, peut-être. Bien sûr, ils sont dans ma galerie privée. Je vous les montrerai après le dîner. J'ai hoché la tête, soudain impatiente de revoir l'œuvre de mon père, de ressentir cette connexion. C'était la première émotion authentique que j'avais ressentie depuis que j'étais entré dans cette maison, qui n'était ni la peur ni la colère. Le reste du repas s'est déroulé dans un silence moins tendu. Quand nous avons eu fini, Vital m'a conduite à travers la maison jusqu'à une aile sécurisée. Il a posé sa paume contre un scanner et de lourdes portes se sont ouvertes pour révéler une galerie digne d'un petit musée. Ma collection, a-t-il dit simplement, me permettant d'entrer la première. J'ai pénétré à l'intérieur un instant, oubliant mes soupçons en découvrant l'espace. Des peintures et des sculptures étaient agencées avec soin et connaissance, l'éclairage parfait, la climatisation évidente par la température constante de la pièce. C'était l'œuvre de quelqu'un qui appréciait vraiment l'art, pas seulement sa valeur monétaire. C'est incroyable, ai-je admis, me déplaçant lentement d'une œuvre à l'autre. J'ai reconnu des œuvres de maîtres établis et de talents émergents, toutes exposées avec la même révérence. Les œuvres de votre père sont ici, a dit Vital, me guidant vers un mur où 3 toiles étaient accrochées. Mon souffle s'est coupé en reconnaissant le style distinctif de mon père. Des paysages urbains, avec des figures solitaires rendues dans des couleurs sourdes, avec des éclats de vibrance stratégique. Celle-ci provenait de sa période finale, quand la maladie avait déjà commencé à affecter sa mobilité, mais avant l'accident qui lui a coûté la vie. « Comment avez-vous obtenu celle-ci » ai-je demandé, tendant la main pour presque toucher la signature familière dans le coin. Des ventes aux enchères d'or, des ventes privées. Il se tenait tout près derrière moi, sa voix basse. J'aurais pu choisir n'importe quelle pièce, mais celle-ci m'ont parlé. Je me suis retourné pour le trouver en train de me regarder, son expression illisible dans la douce lumière de la galerie. Nous nous tenions plus près que je ne l'avais réalisé. Assez près pour que je puisse sentir à nouveau ce parfum distinctif. Voir la légère imperfection d'une petite cicatrice près de son sourcil gauche. « Pourquoi suis-je vraiment ici, monsieur Vital » ai-je demandé doucement. Il m'a considéré un long moment, ses yeux sombres sont dans les miens. « Parce que quand je veux quelque chose, Marie, je le poursuis jusqu'à ce qu'il soit mien. » Le possessif dans son ton aurait dû m'effrayer. Au lieu de cela, il a envoyé un frisson inattendu à travers mon corps, une réaction que j'ai immédiatement essayé de réprimer. Les gens ne sont pas des possessions, ai-je dit, faisant délibérément un pas en arrière. Non, a-t-il concédé, ils sont bien plus complexes, plus difficiles. Ses yeux n'ont jamais quitté les miens,
plus gratifiant quand ils choisissent de rester de leur propre gré. L'implication planait dans l'air entre nous que cette soirée élaborée, l'offre d'emploi, même l'acquisition des œuvres de mon père, avaient toutes été des étapes d'une campagne pour quoi? Me séduire? Me posséder? Je devrais y aller, ai-je dit, soudain, ayant besoin de distance, d'air, de temps pour réfléchir. Il a hoché la tête une fois, acceptant ma retraite avec une grâce surprenante. Le chauffeur vous ramènera chez vous quand vous serez prête. Alors que nous revenions à travers la galerie, dans la galerie, je me suis retrouvé à m'arrêter devant une forme familière, partiellement recouverte d'un drap dans le coin. Sans réfléchir, j'ai soulevé le bord du tissu. C'était la dernière œuvre de mon père, celle sur laquelle il travaillait quand il est mort, celle que je pensais avoir été détruite dans l'incendie de l'atelier. Je me suis tourné vers Vital, des questions inondant mon esprit, mais l'expression sur son visage m'a figé. Dans ce moment de faiblesse, il avait l'air affamé, triomphant, comme si j'avais déclenché un piège qu'il avait méticuleusement tendu. « Comment avez-vous eu ça? » ai-je murmuré. Son sourire était lent, satisfait. « Je vous l'ai dit, Marie, quand je veux quelque chose, je trouve un moyen de le faire bien. » Le trajet de retour est passé dans un flou. J'étais rigide sur la banquette arrière de la Mercedes, mon esprit en ébullition, essayant de traiter ce que j'avais vu. La dernière peinture de mon père, celle que j'avais pleurée, celle qui représentait sa dernière expression créative. D'une manière ou d'une autre, elle était en possession de Pierre Vital. Les implications étaient stupéfiantes. « Nous sommes arrivés, mademoiselle Dubois », a annoncé le chauffeur, brisant ma rêverie. Je suis descendu sur le trottoir fissuré devant mon immeuble. Le contraste entre le monde de Vital et le mien n'avait jamais été aussi évident. La Mercedes a attendu que j'entre par la porte de sécurité, une courtoisie qui ressemblait plus à de la surveillance. À l'intérieur de mon appartement, j'ai jeté mes chaussures et me suis effondré sur mon canapé usé. L'épuisement m'avait enfin rattrapé. J'aurais dû planifier mon évasion, chercher des billets de bus pour chez ma mère à Bordeaux ou appeler mon amie Sarah à Lyon. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à rejouer chaque moment avec Vital, cherchant des indices que j'aurais pu manquer. La peinture changeait tout. Il ne s'agissait plus seulement de moi. Si Vital avait réussi à acquérir la dernière œuvre de mon père, une pièce censée avoir été détruite, que savait-il d'autre? Quoi d'autre pouvait-il avoir? Le sommeil m'a de nouveau fui cette nuit-là. Au matin, j'avais pris une décision. Je ne fuirai pas. Pas encore. J'avais besoin de réponses d'abord, et fuir ne ferait que m'empêcher de les obtenir. Mon téléphone a tinté avec un SMS alors que je faisais du café. Votre poste reste ouvert. La voiture arrivera à 9 heures si vous êtes intéressé, PV. La présomption aurait dû m'énerver. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à vérifier l'heure. 7h30, assez de temps pour me doucher, m'habiller et me préparer à n'importe quel jeu que Vital jouait. À 9h pile, une voiture noire s'est arrêtée devant. Différente de celle d'hier, une Audi cette fois, mais avec le même air de menace élégante. Le même chauffeur, Philippe, attendait que je sorte de mon immeuble. « Bonjour, mademoiselle Dubois », a-t-il dit, son ton neutre alors qu'il ouvrait la portière. « Monsieur Vital est ravi que vous ayez accepté son offre. »« Je n'ai encore rien accepté ?» ai-je corrigé, me glissant sur la banquette arrière. « J'ai des questions d'abord. » Philippe a hoché la tête comme s'il n'avait rien attendu de moins. Le trajet jusqu'au domaine de Vital a semblé plus court ce matin, le chemin devenant déjà familier. Dangereux, comme l'extraordinaire pouvait vite devenir routinier. Madame Leclerc m'a accueilli à la porte à nouveau, son expression aussi impassible qu'hier. « Monsieur Vital est dans son bureau, il vous attend. » Elle m'a conduite à travers la maison, devant le salon où nous avions dîné la veille, le long d'un couloir tapissé de plus d'œuvres d'art, chaque pièce digne d'un musée, chaque parfaitement éclairée et exposée. Nous nous sommes arrêtés devant une lourde porte en bois que Madame Leclerc a ouverte sans frapper. « Mademoiselle Dubois, monsieur. »
Pierre Vital était assis derrière un immense bureau en bois sombre, des papiers étalés devant lui. Il portait une chemise blanche impeccable, ouverte au col, les manches retroussées, révélant des avant-bras musclés. La chevalière brillait à sa main droite alors qu'il levait les yeux, ses yeux sombres trouvant immédiatement les miens. « Marie, a-t-il dit en se levant, entrez, je vous en prie. » Madame Leclerc s'est retirée, refermant la porte derrière elle avec un léger clic. Vital a désigné une chaise en face de son bureau, mais je suis resté debout. « Le tableau, ai-je dit sans préambule, la dernière œuvre de mon père. Vous m'avez dit que vous aviez acquis votre collection lors de ventes aux enchères et de ventes privées. Mais c'est impossible. Ce tableau a été détruit dans l'incendie de l'atelier. J'ai vu les cendres moi-même. Quelque chose comme du respect a scintillé sur son visage face à ma franchise. Tout n'a pas été détruit dans cet incendie. Alors comment l'avez-vous obtenu? Il m'a étudié un instant, puis s'est éloigné du bureau, s'appuyant sur son bord. La posture décontractée n'a rien diminué de sa présence imposante. Votre père avait un acheteur avant l'accident. Le tableau avait déjà été déplacé dans un lieu sûr. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas possible. Il m'aurait dit... Le regard de Vital était perçant. Votre père vous disait-il tout sur ses affaires, Marie, sur les dettes qu'il avait accumulées? La question m'a frappé comme un coup physique. Mon père avait eu des difficultés financières. Je le savais, mais il m'avait toujours protégé des détails. Quelle dette? Ai-je demandé, ma voix plus faible que je ne l'avais voulu. Vital s'est éloigné du bureau, se dirigeant vers une armoire murale. Il en a extrait un dossier et est revenu, me le tendant. Peut-être devriez-vous voir par vous-même. J'ai pris le dossier avec des mains tremblantes et l'ai ouvert pour trouver des documents de prêt, des lettres menaçantes de créanciers et enfin un contrat de vente de plusieurs tableaux, y compris l'œuvre finale. À une société de portefeuille que je ne connais pas, Argent Acquisition, ai-je lu à voix haute. C'est l'une des vôtres? Il a hoché la tête une fois, une filiale qui gère certaines transactions privées. J'ai refermé le dossier, un frisson me traversant. Donc, vous me surveillez depuis la mort de mon père. Vous planifiez quoi exactement? Pas depuis sa mort. Non. L'expression de Vital est restée neutre. Nos chemins se sont croisés plus récemment. J'ai reconnu votre nom dans les registres d'acquisition lorsque vous avez commencé à travailler au Charmant. Et c'est là que vous avez décidé de quoi? De me collectionner comme l'une de vos peintures. La colère dans ma voix m'a surprise moi-même. Ses yeux se sont assombris. Je ne collectionne pas les gens, Marie. Alors comment appelez-vous ça? J'ai fait un geste autour de nous. L'offre d'emploi, le fait de tout savoir sur moi, mon emploi du temps, mon mémoire, les dettes de mon père. J'appelle ça de l'intérêt. Il s'est rapproché, sa présence écrasante dans l'espace confiné. Quand quelque chose captive mon attention, j'apprends tout ce qui la concerne. C'est à la fois une stratégie commerciale et un trait de caractère personnel. Et que se passe-t-il quand vous perdez intérêt? Ai-je défié, refusant de reculer malgré sa proximité? Quelque chose de dangereux a scintillé sur son visage. Cela m'arrive rarement. L'implication planait dans l'air entre nous, chargée de possibilités que je n'étais pas prête à examiner. J'ai changé de tactique. L'offre d'emploi est-elle réelle? Complètement. Il a semblé presque soulagé par le passage aux affaires. Ma collection a besoin d'une gestion appropriée et vous êtes qualifié. Les conditions que j'ai mentionnées hier soir tiennent. Un salaire compétitif, un logement sur le domaine. J'ai réfléchi à cela, pesant mes options. Accepter le poste me donnerait accès à la peinture de mon père. Peut-être des réponses à des questions que je n'avais même pas encore formulées. Cela me placerait aussi fermement dans l'orbite de Vital. Une perspective à la fois terrifiante et, si j'étais honnête avec moi-même, intrigante. Si j'accepte, et je dis prudemment, il y aura des conditions. Son sourcil s'est arqué. Vous négociez. J'établis des limites, ai-je corrigé. Le travail serait strictement professionnel.
Je voudrais tout par écrit. Salaire, horaire, responsabilité. Et je voudrais un accès illimité aux peintures de mon père. Vital m'a regardé avec ce qui aurait pu être de l'amusement. Autre chose? Je garderai mon appartement. Je n'ai pas besoin de vivre ici. À cela, son expression s'est légèrement durcie. Non négociable. La collection est précieuse et la sécurité est primordiale. Vivre sur place fait partie du poste. J'ai hésité, sentant que c'était une bataille que je ne gagnerais pas. J'aurais besoin d'accéder à mon appartement pour récupérer des affaires. Vérifier le courrier. Facilement arrangeable. Il m'a étudié un instant. Sont-ce toutes vos conditions pour l'instant? Ai-je dit, peu disposé à céder complètement. Il a souri alors, un sourire authentique qui a transformé ses traits sévères, le faisant paraître plus jeune, presque abordable. J'accepte vos conditions. Quand pouvez-vous commencer? La vitesse avec laquelle il a accepté m'a rendu méfiante. N'avez-vous pas besoin de temps pour préparer un contrat? Il a tendu la main derrière lui et a extrait un dossier de son bureau. Déjà préparé, examinez-le à votre guise. Bien sûr, il l'avait préparé. Bien sûr, il avait anticipé mon acceptation. J'ai pris le dossier, ne sachant pas si je devais être impressionné ou perturbé par sa confiance. Je commencerai après avoir examiné ceci et que nous aurons signé une version finale. Ai-je dit, serrant le dossier comme un bouclier. Parfait. Il s'est dirigé vers la porte, l'ouvrant d'un mouvement fluide. En attendant, Madame Leclerc vous montrera l'appartement et vous fera visiter le domaine. J'ai des réunions ce matin, mais je vous rejoindrai pour le déjeuner. Le renvoi était clair mais étrangement courtois. Avant que je puisse répondre, Madame Leclerc est apparue comme appelée par un signal silencieux. La main de Vital a effleuré la mienne alors qu'il me poussait vers le seuil, un contact fugace qui a envoyé une secousse inattendue à travers mon corps. « Bienvenue dans l'équipe, Marie », a-t-il dit doucement, ses yeux retenant les miens un instant de trop avant qu'il ne retourne à son bureau. Madame Leclerc m'a conduite à travers la maison jusqu'à une aile séparée, expliquant l'agencement au fur et à mesure. L'appartement s'est avéré être une luxueuse suite de pièces, chambre, salle de bain, coin-salon et une petite kitchenette décorée dans des tons neutres avec la même élégance discrète que le reste de la maison. Monsieur Vital a fait rénover ses pièces le mois dernier, a-t-elle expliqué, observant mon regard dans l'espace. Auparavant, c'étaient les quartiers des invités. Le mois dernier, avant même qu'il ne m'approche au restaurant. Preuve supplémentaire de sa planification méticuleuse. La galerie principale est accessible par cette porte, a-t-elle poursuivi, indiquant une lourde porte en bois avec une serrure numérique. On vous donnera les codes d'accès une fois l'accord d'emploi finalisé. J'ai hoché la tête, me dirigeant vers les fenêtres qui donnaient sur un jardin immaculé. Le domaine s'étendait devant moi, le périmètre marqué par un haut mur de pierre avec des caméras de sécurité visibles à intervalles réguliers. Magnifique, mais isolé, une cage dorée. Monsieur Vital attache de l'importance à son intimité, a dit Madame Leclerc, remarquant mon regard, et à sa sécurité. J'en suis sûr, ai-je murmuré. Elle m'a fait visiter le reste de la maison, du moins les parties que j'étais autorisé à voir. La galerie principale que j'avais visitée la veille. Une galerie plus petite, plus intime, adjacente à celle-ci. La cuisine, une salle à manger formelle, une bibliothèque remplie de volumes rares. Partout, des preuves d'une richesse exercée avec goût, plutôt qu'avec ostentation. L'aile ouest est la résidence privée de Monsieur Vital, a expliqué Madame Leclerc, alors que nous passions un couloir gardé par un système de sécurité discret. L'accès est restreint. Je me suis demandé quels secrets se cachaient derrière ces portes sécurisées. Quels aspects de la vie de Pierre Vital restaient cachés. L'homme lui-même était une collection de contradictions. Collectionneur d'art cultivé et criminel présumé. Présence intimidante, hôte inattendument prévenant. Au moment où nous sommes retournés à la partie principale de la maison, il approchait de midi. Madame Leclerc m'a conduite à une véranda baignée de soleil où un déjeuner léger avait été préparé.
Monsieur Vital vous rejoindra sous peu, a-t-elle dit, se retirant avec la même efficacité discrète qui semblait caractériser tous ses employés. Laissé seul, j'ai ouvert le dossier du contrat et j'ai commencé à lire. Les termes étaient généreux, plus que généreux, avec un salaire 3 fois supérieur à ce que je gagnais au Charmant, des avantages sociaux et même une allocation vestimentaire adaptée au poste. Mes fonctions étaient clairement définies. Cataloguer la collection, rechercher des acquisitions potentielles, organiser les travaux de conservation si nécessaire et organiser des visites privées occasionnelles pour des invités sélectionnés. Rien d'inapproprié, rien de suspect. Au contraire, le contrat était plus formel et professionnel que ce à quoi je m'attendais, sans aucune des clauses cachées ou des pièges que je craignais. J'étais encore en train de lire quand j'ai senti sa présence. Pierre Vital se tenait dans l'encadrement de la porte, me regardant avec ses yeux sombres et intenses. Depuis combien de temps il était là, je ne saurais le dire. Des inquiétudes concernant les conditions, a-t-il demandé, entrant dans la pièce avec cette grâce fluide qui semblait sans effort. C'est très généreux, ai-je admis. Cela reflète la valeur que j'accorde au poste et au bon candidat. Il a pris place en face de moi. 2 semaines se sont écoulées dans un flou surréaliste. J'ai signé le contrat après que mon ami avocat l'ait examiné, ne trouvant rien d'inquiétant dans le langage. J'ai donné ma démission au Charmant, emballé mes affaires essentielles et emménagé dans la suite du domaine de Vital. La transition s'est déroulée avec une douceur déconcertante, comme si ma vie avait été soigneusement chorégraphiée vers ce moment. Le travail lui-même était fascinant. La collection de Vital était encore plus étendue que je ne l'avais d'abord réalisée. Peintures, sculptures, livres rares et artefacts du monde entier. Chaque pièce plus exquise que la précédente. J'ai passé mes journées à cataloguer, à rechercher la provenance et à organiser la collection dans une base de données numérique appropriée. Le travail m'a absorbé complètement, me permettant d'oublier temporairement les étranges circonstances qui m'avaient amené ici. Vital lui-même restait une énigme. Certains jours, il était entièrement absent, s'occupant de ses nombreuses affaires à faire. D'autres jours, il apparaissait dans la galerie pendant que je travaillais, observant silencieusement avant de m'engager dans des conversations étonnamment perspicaces sur l'histoire de l'art ou les techniques de conservation. Il était invariablement poli, maintenant une distance professionnelle qui me soulageait et me décevait étrangement à la fois. J'ai passé des heures avec les peintures de mon père, surtout la pièce finale, un paysage urbain à l'aube avec une figure solitaire debout à un carrefour, le visage tourné loin du spectateur. Le symbolisme n'était pas subtil, mais l'exécution était magistrale. Je me suis souvent demandé ce qu'il penserait de ma situation actuelle, travaillant pour un homme qui collectionnait son art, et il semblait maintenant collectionner sa fille. C'est au cours de la 3e semaine que l'équilibre délicat s'est rompu. Je travaillais tard dans la galerie principale, finalisant les entrées pour une collection de miniatures de la Renaissance quand Vital est apparu. Il était parti depuis 2 jours pour un voyage d'affaires, et je ne l'attendais pas avant le matin. « Vous devriez vous reposer », a-t-il dit, sa voix me surprenant dans la pièce silencieuse. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable pour le trouver en train de me regarder avec ce regard intense qui semblait voir à travers mon calme soigneusement maintenu. Je voulais terminer cette section, ai-je expliqué, soudain consciente de l'heure tardive et de mon apparence désordonnée. J'avais relevé mes cheveux en un chignon désordonné il y a des heures et j'avais abandonné mon blazer sur une chaise à proximité. Il s'est rapproché, étudiant les miniatures que j'avais cataloguées. C'étaient les préférés de ma mère. C'était le premier détail personnel qu'il avait partagé, et cela m'a prise au dépourvu. Elles sont magnifiques, et je dis, jetant un coup d'œil aux minuscules portraits logés dans leur cadre orné. L'artisanat est extraordinaire. Elle me disait qu'elle contenait des mondes entiers si l'on regardait d'assez près. Une ombre est passée sur son visage. Elle est morte quand j'avais 12 ans. Je suis désolé, ai-je dit doucement, reconnaissant la douleur persistante dans sa voix.
Elle faisait écho à ma propre perte. Il a haussé les épaules, le geste incongrument décontracté pour un homme habituellement si contrôlé. C'était il y a longtemps. Certaines pertes ne s'estompent jamais vraiment, ai-je dit, pensant à mon père. Ses yeux ont trouvé les miens. Quelque chose comme de la reconnaissance a scintillé dans leur profondeur sombre. Non, elle ne s'estompe pas. Le moment s'est étiré entre nous, une connexion fragile que je n'avais pas anticipée. Il l'a rompu le premier, jetant un coup d'œil à sa montre. Il est minuit passé. Je vous raccompagne à vos chambres. J'ai sauvegardé mon travail et fermé l'ordinateur portable, étrangement réticente à mettre fin à la conversation. Alors que je rangeais mes affaires, j'ai remarqué qu'il semblait différent ce soir. Sa présence habituellement imposante était tempérée par quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. De la fatigue peut-être, ou un effet persistant de tout ce qu'il avait retenu. Nous avons marché en silence complice à travers la maison calme, nos pas amortis par d'épais tapis. Quand nous avons atteint ma porte, il a hésité. Il y a un vernissage demain soir à la Galerie Beaux-Arts, a-t-il dit. Artiste italien contemporain. Aimeriez-vous y assister? Professionnellement parlant, bien sûr. Le qualificatif a semblé ajouter comme une pensée après coup, un aveu des limites que j'avais établies. Pourtant, l'invitation semblait significative, la première fois qu'il suggérait que nous quittions le domaine ensemble. J'aimerais bien, ai-je dit, surprise par ma propre impatience. Il a hoché la tête, semblant satisfait. La voiture sera prête à 19 heures. Pierre, ai-je dit, utilisant son prénom sans réfléchir. Merci pour l'emploi, pour l'accès à l'œuvre de mon père. Quelles que soient vos raisons, je l'apprécie. Quelque chose a changé dans son expression. Un adoucissement peut-être, ou un aperçu d'une émotion authentique sous l'extérieur contrôlé. Sans prévenir, il a tendu la main et a replacé une mèche de cheveux égarée derrière mon oreille, ses doigts effleurant ma joue d'un toucher si léger que j'aurais pu l'imaginer. « Dormez bien, Marie », a-t-il dit, sa voix basse avant de se retourner et de s'éloigner dans le couloir. Je suis resté figé à ma porte, le cœur battant à tout rompre à cause de ce simple contact. En me préparant pour le lit, j'ai essayé de rationaliser ma réaction. La journée avait été longue. J'étais fatigué. J'étais seul, cela ne signifiait rien. Mais dans l'obscurité de ma chambre, alors que le sommeil m'a enfin gagné, je n'ai pas pu nier la vérité. Pierre Vital, énigmatique, dangereux, peut-être criminel, avait en quelque sorte brisé les défenses soigneusement construites autour de mon cœur. Je crois que c'est là que les choses y ont commencé à devenir absurdes, même si c'était ma réalité. Qui suis-je pour juger ce qui est normal? Un homme d'affaires mystérieux, au passé trouble, qui propose un poste inouï à une serveuse fauchée et qui collectionne non seulement l'or de son père, mais semble aussi la collectionner elle. Dans mon ancien quartier à Paris, on aurait dit que j'étais tombé sur un coup monté, ou que j'avais tiré le gros lot. Les deux, peut-être? C'est ce paradoxe qui rendait le tout si déstabilisant. C'était trop parfait pour être vrai, mais en même temps, chaque événement me semblait inévitable. Est-ce que c'est ça, la fatalité, quand tout semble glisser sans que tu puisses t'y opposer? Je ne sais pas. Une partie de moi voulait fuir à toute vitesse. Une autre, celle qui était obsédée par la peinture de mon père, et une autre encore, celle qui était étrangement attirée par Pierre lui-même, restait un mélange bizarre d'intuition, de devoir et de curiosité pure. Impossible de dire où ça allait nous mener, ni même si c'était une bonne idée. Mais à ce moment-là, tout ce que je savais, c'est que je ne pouvais pas reculer. C'est fou, non? Le vernissage était unlike any event I'd previously attended. La Galerie Beaux-Arts était transformée, ses espaces austères adoucis par un éclairage stratégique et des arrangements floraux. La liste des invités était soigneusement choisie. Riches collectionneurs, directeurs de musées, critiques d'art et quelques-uns des artistes exposés. J'ai enfilé une robe noire que j'avais trouvée dans mon placard ce matin-là, de créateur parfaitement taillé, avec un petit mot manuscrit.
Pour ce soir, la présomption aurait dû m'énerver. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à apprécier son sens du détail en glissant dans le vêtement de soie qui me seyait comme s'il avait été fait pour moi, ce qui était probablement le cas. Pierre est arrivé à ma porte précisément à 19 heures, impeccable dans un costume sur mesure qui mettait en valeur ses larges épaules et sa silhouette élancée. Ses yeux se sont assombris d'appréciation en me détaillant. « Vous êtes magnifique », a-t-il dit simplement. « La robe est ravissante », ai-je répondu, déviant le compliment. « Merci. »« La robe n'est qu'une toile », a-t-il répliqué, me tendant son bras. « Vous êtes le chef-d'œuvre. » La phrase était lisse, trop lisse, et pourtant, je me suis retrouvé à lutter contre un rougissement en prenant son bras. Son charme était une arme, me suis-je rappelé, maniée avec une précision d'expert. La soirée s'est déroulée dans un halo étincelant. Pierre m'a guidé à travers l'exposition, sa main une présence constante dans le bas de mon dos. Il m'a présenté à des contacts importants avec un air de propriétaire qui m'irritait et m'enthousiasmait à la fois. « Marie gère maintenant ma collection, disait-il, son ton décontracté, mais ses yeux vifs, jaugeant les réactions. Elle a un œil exceptionnel. » Les réponses étaient uniformément respectueuses, bien que j'aie surpris des regards spéculatifs entre plusieurs invités. J'ai réalisé à quoi cela ressemblait, le notoire Pierre Vital et sa nouvelle, bien plus jeune campagne. La dynamique de pouvoir était évidente pour tout observateur, quelle que soit la nature professionnelle de notre relation. « Il pense que je suis votre dernière acquisition », ai-je murmuré après l'une de ses introductions, incapable de ne pas laisser transparaître mon irritation. Son expression n'a pas changé, mais sa main a appuyé plus fermement sur mon dos. Ce qu'il pense est sans importance. « Est-ce vrai ?» ai-je contesté, me tournant pour lui faire face complètement. « Qu'est-ce qui se passe exactement ici, Pierre ?» Ses yeux ont tenu les miens, impénétrables dans la faible lumière de la galerie. « Nous assistons à une exposition. Vous représentez ma collection. Et la robe, la façon dont vous me présentez, la façon dont vous me touchez, quelque chose de dangereux a scintillé sur son visage. Préféreriez-vous que j'arrête? » La réponse honnête était non, et nous le savions tous les deux. J'ai rompu le contact visuel la première, frustré par mes propres sentiments conflictuels. « Marie? » Sa voix s'est adoucie, ramenant mon regard vers le sien. « Je respecte les limites que vous avez fixées. Si j'ai dépassé les bornes, dites-le-moi. » La vulnérabilité dans son ton m'a prise au dépourvu. Avant que je puisse répondre, nous avons été interrompus par une femme élégante aux cheveux sombres parsemés d'argent. « Pierre, mon chéri, » a-t-elle ronronné, l'embrassant à l'air sur les joues. « Ça fait trop longtemps. »« Sophie, » l'a-t-il salué, son comportement se refroidissant perceptiblement. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici. »« Clairement, » a-t-elle répliqué, ses yeux glissant vers moi avec une évaluation calculée. « Ne vas-tu pas me présenter ta protégée? » La pose était délibérée, lourde d'insinuation. L'expression de Pierre s'est durcie. « Marie Dubois, Sophie Rousseau, le père de Sophie est un vieil associé d'affaires. » J'ai tendu ma main, que Sophie a prise avec des doigts parfaitement manucurés. « Un plaisir, » a-t-elle dit, bien que son ton suggère le contraire. « Depuis combien de temps travaillez-vous pour Pierre? »« Quelques semaines, » ai-je répondu, gardant mon expression neutre malgré l'hostilité qu'elle dégageait. « Comme c'est charmant pour vous deux. » Son sourire n'a pas atteint ses yeux. Pierre a toujours eu un œil pour le talent émergent. L'implication était claire, et j'ai senti la chaleur me monter au visage. Avant que je puisse répondre, Pierre a placé une main possessive sur ma taille. « Si vous voulez bien nous excuser, Sophie, » a-t-il dit froidement. Nous discutions justement d'une pièce que j'envisage d'acquérir. Il m'a éloigné sans attendre sa réponse, son corps tendu à côté du mien. Quand nous étions hors de portée de voix, j'ai levé les yeux vers lui. « Ancienne petite amie ?» ai-je demandé, visant la décontraction ératante de peu. Sa mâchoire s'est serrée. Histoire ancienne. Elle ne semble pas le penser.
Ce que Sophie pense a cessé d'avoir de l'importance pour moi il y a longtemps. Il s'est arrêté, se tournant pour me faire face. Ne la laissez pas vous déranger. Elle est possessive envers des relations qui n'existent plus. La note possessive dans sa voix a remué quelque chose en moi, un dangereux frisson de plaisir. J'ai immédiatement essayé de le réprimer. Ce n'était pas un rendez-vous, ce n'était pas une relation, c'était du travail. Je devais m'en souvenir. J'ai vu cette même scène du point de vue de Madame Leclerc, la gouvernante. Elle m'a raconté un soir, d'un air impassible, mais avec une pointe d'amusement discrète dans ses yeux habituellement sévères, que Sophie Rousseau avait toujours été une nuisance. Elle connaissait Pierre depuis l'enfance, avait une façon de penser qu'elle avait des droits acquis sur tout, y compris sur monsieur. Quand Madame Leclerc m'a vu arriver, elle a pensé « encore une ». Puis, en nous observant, elle a remarqué la différence. Non pas ma robe, que Pierre avait commandée spécialement, m'a-t-elle dit plus tard, avec la même précision que pour ses œuvres d'art, mais la façon dont j'ai défié Sophie, la façon dont Pierre m'a protégé. Pour Madame Leclerc, ce n'était pas la jalousie ou le drame qui était en jeu pour Pierre, c'était une question de respect et de territoire, oui, mais d'une manière qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Elle n'a jamais osé poser sa main sur la taille de monsieur devant Sophia auparavant, avait-elle murmuré, un sourire presque imperceptible se formant sur ses lèvres. C'était nouveau, intéressant. Ça m'a fait bizarre d'entendre ça, de savoir qu'une scène si intense pour moi était un simple spectacle pour elle, une petite révolution dans la vie réglée de Pierre Vital. Nous avons terminé notre tour de l'exposition, mais le rapport facile du début de soirée avait disparu. Pierre est resté attentif, me présentant à des contacts importants, mais une nouvelle tension était palpable. Je me suis retrouvé hyper consciente de sa proximité, du poids de sa main sur mon dos, du subtil parfum de cèdre et d'épices de son eau de Cologne. Le trajet de retour au domaine s'est fait en silence. Nous étions tous les deux perdus dans nos pensées. Quand la voiture s'est arrêtée à l'entrée principale, Pierre a congédié le chauffeur d'un signe de tête. « Je vous raccompagne », a-t-il dit, venant ouvrir ma portière. L'air nocturne était frais contre ma peau échauffée, alors que nous montions les marches menant à l'entrée principale. À l'intérieur, la maison était silencieuse. Le personnel était soit endormi, soit discrètement absent. « Merci pour ce soir », ai-je dit en atteignant ma porte. C'était instructif. Un sourire a tiré au coin de sa bouche. « C'est votre évaluation professionnelle? Que préféreriez-vous » ai-je dit. La question est sortie plus provocante que je ne l'avais voulu. Son expression est devenue sérieuse. Je préférais l'honnêteté, Marie. Toujours. Honnêtement, j'ai pris une grande inspiration. Je ne sais pas ce que c'est. Le travail est réel. Je le vois, mais il se passe plus de choses ici, et faire semblant du contraire me semble malhonnête. Il m'a étudié un long moment, ses yeux sombres impénétrables. Puis, avec une lenteur délibérée, il a tendu la main et a tracé un doigt le long de ma mâchoire, un toucher si léger qu'il était à peine là. « Il y a plus », a-t-il admis, sa voix basse. « Mais c'est à vous de jouer, Marie. » Cela l'a été depuis le début. Avant que je puisse traiter ces mots, il s'est penché et a pressé un baiser sur mon front, chaste, mais d'une manière ou d'une autre plus intime qu'un geste plus passionné ne l'aurait été. « Bonne nuit », a-t-il dit doucement, avant de se retourner et de s'éloigner dans le couloir, me laissant le fixer, le cœur battant dans ma poitrine. Le matin m'a trouvé dans la galerie, cherchant refuge dans le travail plutôt que d'examiner les émotions confuses que Pierre avait remuées en moi. Les peintures de mon père me regardaient, tandis que je cataloguais, photographiais et recherchais méthodiquement, me perdant dans le rythme familier. Vous m'évitez. J'ai sursauté à la voix de Pierre, manquant de faire tomber la tablette que j'utilisais. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, vêtu de manière décontractée d'un jean foncé et d'un pull anthracite qui semblait d'une manière ou d'une autre aussi cher que ses costumes. « Je travaille », ai-je corrigé,
m'efforçant d'adopter un ton professionnel. Il a traversé la pièce avec cette grâce fluide, s'arrêtant plus près que nécessaire. Nous devrions parler de la nuit dernière. Il n'y a rien à dire. J'ai reporté mon attention sur la tablette, bien que l'écran soit devenu flou. Nous avons assisté à une exposition. Vous avez clairement indiqué votre position. Vraiment? Il a tendu la main doucement, prenant la tablette de mes mains et la posant de côté. Parce que je pensais vous avoir laissé le prochain coup. J'ai finalement croisé son regard, ne trouvant aucune de la manipulation ou du calcul que j'attendais. Au lieu de cela, ses yeux sombres contenaient quelque chose qui ressemblait étonnamment à de la vulnérabilité. Pourquoi moi? J'ai posé la question qui me tourmentait depuis cette première nuit d'Aucharmont. De toutes les personnes que vous auriez pu poursuivre, pourquoi une serveuse avec des dettes étudiantes et une histoire compliquée avec votre collection d'art? Son expression s'est adoucie. Parce que vous me voyez, Marie. Pas la réputation, pas la richesse, pas le pouvoir. La nuit où vous m'avez rendu ma bague, vous m'avez regardé dans les yeux sans peur, ni cupidité, ni calcul. Avez-vous une idée de la rareté de cela dans mon monde? L'honnêteté brute dans sa voix m'a prise au dépourvu. Votre monde semble très compliqué. Il l'est. Il n'a pas élaboré et je n'ai pas insisté. Certaines vérités étaient mieux laissées tues. Que voulez-vous de moi, Pierre? Ai-je demandé calmement. Vraiment? Il s'est rapproché, assez près pour que je puisse sentir la chaleur émanant de son corps. Tout ce que vous êtes prête à donner, rien que vous ne l'êtes pas. Sa main est montée pour caresser ma joue, et cette fois, je ne me suis pas dérobé. Son toucher était doux, en décalage avec l'intensité de ses yeux. Et si je ne suis pas prête à donner quoi que ce soit au-delà d'une relation professionnelle? Ai-je contesté, même si je me penchais subtilement vers son toucher? Alors c'est ce que nous aurons. Son pouce a effleuré ma lèvre inférieure. Bien que je pense que nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. La tension entre nous était électrique, son visage à quelques centimètres du mien. J'aurais dû reculer, maintenir les limites que j'avais si soigneusement établies. Au lieu de cela, j'ai réduit la distance entre nous, pressant mes lèvres contre les siennes dans un baiser qui a commencé hésitant, mais s'est rapidement approfondi en quelque chose d'affamé et de désespéré. Ses bras m'ont entouré, me tirant contre lui alors que le baiser s'intensifiait. J'ai enfoui mes doigts dans ses cheveux, abandonnant le dernier de mes réserves alors que le désir me traversait. C'était imprudent, potentiellement dangereux. Mais à ce moment-là, je ne pouvais pas m'en soucier. Nous nous sommes séparés, tous les deux respirant lourdement. Pierre a posé son front contre le mien, ses mains toujours à ma taille. « Dis-moi d'arrêter, » a-t-il murmuré. « Dis-moi que ce n'est pas ce que tu veux. » Je ne pouvais pas. La vérité était inscrite dans mon pouls accéléré, mes joues rougies, la façon dont mon corps s'arquait vers le sien. Je ne peux pas, ai-je admis. Mais cela complique les choses. Son rire était doux contre ma peau. La vie est pleine de complications, Marie. La question est, lesquelles valent la peine d'être naviguées? Avant que je puisse répondre, une toux discrète de la porte nous a fait nous séparer brusquement. Madame Leclerc se tenait là, son expression soigneusement neutre. « Pardonnez l'interruption, monsieur », a-t-elle dit, s'adressant à Pierre. « Monsieur Ritchie est arrivé pour votre réunion. » Le comportement de Pierre a changé instantanément, la chaleur de ses yeux étant remplacée par un professionnalisme froid. « Dites-lui que j'arrive. » Madame Leclerc a hoché la tête et s'est retirée, laissant un silence gênant dans son sillage. « Affaire, » a dit Pierre avec un soupir résigné. « Nous continuerons cette conversation plus tard. » C'était formulé comme une question, me donnant une échappatoire si je le voulais. J'ai hoché la tête, essayant toujours de comprendre ce qui venait de se passer, ce que je venais d'initier. Il a effleuré mes lèvres d'un dernier baiser léger comme une plume avant de se tourner pour partir. Au seuil de la porte, il a marqué une pause. « Marie », a-t-il dit, sans se retourner.
Restez dans la maison principale aujourd'hui. N'allez pas dans l'aile ouest, quoi que vous puissiez entendre. L'instruction était suffisamment étrange pour percer mon brouillard émotionnel. Pourquoi? Que se passe-t-il? Juste une réunion d'affaires, a-t-il répondu. Mais quelque chose dans son ton me faisait douter du caractère désinvolte de ses mots. Je vous trouverai quand ce sera fini. Sur ce, il est parti, me laissant seul avec mes pensées turbulentes et une nouvelle anxiété troublante. Quelles que soient les affaires de Pierre, l'avertissement suggérait qu'elle n'était pas entièrement légitime. J'ai essayé de retourner au travail, mais la concentration m'a échappé. Mon esprit ne cessait de revenir à ce baiser, à la sensation de ses mains sur ma taille, à l'ombre du danger qui semblait s'accrocher à lui. Qu'étais-je en train de faire? S'impliquer avec mon employeur était déjà assez peu professionnel. Mais quand cet employeur était Pierre Vital, un homme dont la réputation comprenait des murmures de liens criminels, c'était potentiellement désastreux. Des voix sont venues de plus loin dans la maison, des voix d'hommes s'élevant dans ce qui ressemblait à une discussion animée. Malgré l'avertissement de Pierre, je me suis retrouvé à me diriger vers la source. La curiosité l'emportant sur la prudence. Les voix m'ont mené à un couloir que je reconnaissais comme la limite de l'aile ouest, le domaine privé de Pierre. J'ai hésité devant la porte de sécurité qui était légèrement entr'ouverte, inhabituelle étant donné les restrictions habituelles. À travers l'espace, je pouvais distinguer la voix de Pierre, calme et contrôlée malgré la tension évidente dans ses mots. Ce n'était pas notre arrangement, Antonio. Les termes étaient clairs. Les circonstances changent, a répondu une voix rauque que je n'ai pas reconnue. Le prix a augmenté. Nous ne renégocions pas après que des accords ont été conclus. Le ton de Pierre s'est durci. Cela crée un mauvais précédent. Et refuser d'être flexible crée un précédent différent, une pause. Un qui pourrait être coûteux pour nous deux. Je me suis rapproché de la porte, tendant l'oreille. La conversation a confirmé mes pires soupçons sur les affaires de Pierre. Et pourtant, je ne pouvais me résoudre à partir. « Me menacez-vous, Antonio ?» a demandé Pierre, sa voix mortellement calme. « Je vous rappelle comment les choses fonctionnent. Personne n'est intouchable. Pas même Pierre Vital. » Un silence tendu a suivi, rompu par le bruit de pas s'approchant de la porte. J'ai reculé rapidement, le cœur battant, mais pas avant d'avoir aperçu la scène au-delà. Pierre se tenait dos à la porte, face à un homme plus âgé dont le costume cher ne pouvait dissimuler la dureté de ses yeux. Deux hommes imposants le flanquaient, leur posture suggérant des armes dissimulées. Je me suis retiré à la sécurité de la galerie principale, le pouls battant la chamade. Qu'avais-je donc vu? Un litige commercial, certes, mais avec des sous-entendus de violence qui ne pouvaient être ignorés. C'était de la réalité du monde de Pierre, le côté dangereux sous le vernis cultivé. Des heures se sont écoulées sans signe de Pierre. Je me suis déplacé avec agitation dans la maison, incapable de me concentrer, déchiré entre le confronter à propos de ce que j'avais entendu et faire semblant d'ignorer. Au soir, j'avais pris une décision. Quoi qu'il se passe entre nous, quels que soient les sentiments qui avaient été allumés, je ne pouvais ignorer les réalités de qui il était. J'étais en train de faire un sac de voyage, ayant l'intention de retourner à mon appartement pour me vider la tête, quand on a frappé doucement à ma porte. Je l'ai ouverte pour trouver Pierre debout là, l'air plus épuisé que je ne l'avais jamais vu. « Vous partez » a-t-il dit, remarquant le sac sur mon lit. Ce n'était pas une question. « Juste pour ce soir » ai-je répondu, bien que nous sachions tous les deux que cela pourrait être plus long. J'ai besoin de réfléchir. Il a hoché la tête sans surprise. Vous avez surpris ma réunion avec Richie. Oui, ai-je admis, ne voyant aucun intérêt à le nier, malgré votre avertissement de rester à l'écart. Un fantôme de sourire a effleuré ses lèvres. Vous n'obéissez pas aux ordres. Eh bien, j'aurais dû m'y attendre. Qui est-il? Ai-je demandé, ayant besoin d'entendre la vérité de sa part. Quelle qu'elle soit, Pierre a soupiré, passant une main dans ses cheveux, un geste rare de décontraction.
Un associé d'affaires avec des attentes irréalistes. Rien qui vous concerne. Cela me concerne si je suis... J'ai hésité, incertaine de la façon de définir ce qui se passait entre nous. Si nous sommes impliqués, ses yeux ont rencontré les miens, sérieux et intenses. Mes affaires sont séparées de ma vie personnelle, Marie. Elles l'ont toujours été. Mais elles font partie de qui vous êtes, ai-je rétorqué. Et je dois savoir exactement avec qui je m'engage. Il est resté silencieux un long moment, réfléchissant, puis il a désigné le coin salon de ma suite. Puis-je? J'ai hoché la tête et il a pris place, attendant que je le rejoigne. Quand je l'ai fait, il a commencé à parler, sa voix basse et mesurée. Ma famille est en affaires dans cette ville depuis 3 générations. Une partie de ces affaires est parfaitement légitime. Immobilier, commerce d'art, investissement. Une partie opère dans des zones grises. J'ai hérité des 2 côtés à la mort de mon père. Des entreprises criminelles, ai-je précisé, ayant besoin qu'il soit direct. Il n'a pas reculé devant l'accusation. Selon certaines définitions, oui. J'ai passé la dernière décennie à tout diriger vers des voies légitimes, mais la transition n'est pas instantanée. Certaines relations, certaines obligations demeurent. Comme Antonio Ricci. Comme Ricci, a-t-il reconnu, un vestige de l'ère de mon père, dont je m'efforce de me démêler. J'ai traité cela, essayant de concilier l'homme devant moi, cultivé, réfléchi, capable d'une vulnérabilité authentique, avec l'homme d'affaires à la voix froide que j'avais entendue, des menaces implicites flottant dans l'air. La nuit où nous nous sommes rencontrés, et je dis lentement, quand vous avez laissé votre bague dans le porte-facture, était-ce vraiment juste parce que je vous avais remarqué différemment? Son expression s'est adoucie. Oui et non. J'étais conscient de vous depuis des semaines. La serveuse qui se déplaçait avec une grâce tranquille, qui observait tout mais ne révélait rien. Il a marqué une pause. Quand j'ai découvert votre lien avec les peintures Dubois dans ma collection, mon intérêt s'est approfondi. Cela ressemblait à une évidence. Vous ne me semblez pas être quelqu'un qui croit au destin, ai-je dit avec scepticisme. Je crois en la reconnaissance des opportunités quand elles se présentent. Il s'est penché en avant, ses yeux fixés sur les miens. Vous rencontrer était une opportunité, Marie, une que je n'avais pas l'intention de gaspiller. L'honnêteté dans sa voix était désarmante. Et maintenant, que voulez-vous maintenant? Maintenant, il a pris ma main, son toucher doux mais insistant. Maintenant, je veux que vous restiez, pour nous donner une chance, malgré les complications, malgré qui je suis et ce que vous pensez savoir de moi. J'ai baissé les yeux sur nos mains jointes sur la chevalière qui avait tout commencé. J'ai peur, ai-je admis. De moi, a-t-il demandé, sa voix soigneusement neutre. De ressentir ça pour quelqu'un comme vous. J'ai rencontré son regard directement. De ce que ça dit de moi. La compréhension a pointé dans ses yeux. Vous pensez que m'aimer vous rendrait complice de tout ce que vous imaginez que je fais. Le mot « aimer » a plané dans l'air entre nous, aucun de nous n'étant prêt à le revendiquer ou à le nier. N'est-ce pas? Ai-je demandé doucement. Il a considéré cela, son pouce traçant des motifs sur ma paume. Je pense, a-t-il dit finalement, que nous sommes tous plus que la somme de nos pires actions. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier, Marie. J'ai fait des choix dictés par la nécessité plutôt que par la moralité, mais je suis aussi capable de changer, d'être meilleur pour les bonnes raisons. Et je suis censé être cette raison. La responsabilité semblait accablante. Non, a-t-il répondu fermement. J'ai changé mon monde avant de vous rencontrer, mais vous me donnez envie d'accélérer ce processus. Il a serré ma main doucement. Restez, pas pour toujours si vous n'êtes pas prête pour cet engagement. Juste pour cette nuit. Laissez-moi vous montrer qu'il y a plus en moi, en nous, que ce que vous craignez. J'ai hésité, en équilibre sur le fil du rasoir de la décision. Le choix sensé était de partir, de me retirer de cette toile complexe dans laquelle j'avais trébuché. Mais quelque chose de plus profond que le bon sens me guidait maintenant. Quelque chose qui reconnaissait en Pierre un esprit apparenté,
Une âme également marquée par la perte et la détermination ayant forgé quelque chose de significatif. Une nuit ai-je finalement accepté, et demain, nous parlerons honnêtement, complètement, de ce qui se passera ensuite. Le soulagement a inondé ses traits, suivi de quelque chose qui ressemblait étonnamment à de la joie. Il a porté ma main à ses lèvres, pressant un baiser sur ma paume. Une noix, a-t-il promis, bien que j'aie l'intention de vous convaincre de rester bien plus longtemps. Et à ce moment-là, en regardant ses yeux sombres, remplis d'une chaleur dont je l'avais cru incapable, j'ai su que je voulais être convaincu. Quels que soient les dangers du monde de Pierre, quelles que soient les complications à venir, la possibilité de l'aimer, d'être aimé par lui, en valait le risque. Et aujourd'hui, je ne sais toujours pas vraiment. 6 mois ont passé depuis cette nuit. Je suis là, dans la galerie privée, à faire les derniers ajustements à l'éclairage pour l'exposition de ce soir. Les tableaux de mon père occupent la place d'honneur, y compris la dernière œuvre que l'on croyait perdue. Le catalogue de l'exposition porte mon nom en tant que conservatrice. Mon premier projet officiel depuis que j'ai accepté le poste permanent de directrice de la collection Vitale. Parfait, a dit la voix de Pierre derrière moi. Je me suis retourné pour le trouver en train de me regarder avec la même intensité qui m'avait captivé depuis le début, bien que maintenant elle soit tempérée par une ouverture qui me surprend encore. Il s'est avancé vers moi, passant un bras autour de ma taille avec la familiarité aisée qui s'était développée entre nous. « Êtes-vous prête pour ce soir? » J'ai hoché la tête, me penchant dans son étreinte. La liste des invités est confirmée, le traiteur est organisé, et la collection n'a jamais été aussi belle. Bien que je ne sache toujours pas pourquoi vous avez insisté pour inclure la chevalière dans l'exposition. Il a souri, pressant un baiser sur ma tempe. Parce que c'est là que notre histoire a commencé, le moment qui a tout changé. J'ai jeté un coup d'œil à ma main gauche où cette même bague reposait maintenant, redimensionnée pour m'aller, un symbole de l'engagement que nous avions pris l'un envers l'autre un mois plus tôt. Pas une bague de fiançailles traditionnelle, mais quelque chose de plus significatif pour nous deux. Qui aurait cru, ai-je songé, que rendre une bague perdue mènerait à tout ça? Le sourire de Pierre s'est approfondi, un soupçon de cette ancienne expression secrète revenant. Elle n'était pas perdue, Marie. Je vous l'ai dit la première nuit. Rien n'arrive par accident dans mon monde. J'ai ri plus du tout perturbé par son approche calculée de la vie. Donc, vous avez tout planifié, le travail, la relation, la bague qui me revient sous une forme différente. Disons que j'ai créé l'opportunité, a-t-il répondu, me tournant pour me faire face complètement. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'était entièrement à vous de décider. Son expression est devenue sérieuse. Ça l'est encore chaque jour. Et c'était vrai. La transition dans ses affaires avait continué, s'accélérant avec notre relation. Les zones grises étaient progressivement éliminées. Les associés douteux comme Richie étaient progressivement écartés. Ce n'était pas une transformation parfaite. Rien dans la vie ne l'est jamais. Mais c'était un progrès authentique né du désir de Pierre de construire un avenir dont il n'aurait pas à me protéger. Je t'aime, ai-je dit simplement, levant la main pour tracer la ligne de sa mâchoire. Complications incluses. Ses yeux se sont assombris d'émotion alors qu'il me rapprochait. Et je t'aime, Marie Dubois. Plus que n'importe quelle peinture, n'importe quelle affaire, n'importe quel empire que j'ai construit. Alors que ses lèvres rencontraient les miennes, je m'émerveillais de la façon dont ma vie avait complètement changé en l'espace de 6 mois. De serveuse épuisée à directrice de galerie, d'une existence solitaire à un partenariat avec un homme aussi complexe et stimulant que n'importe quelle œuvre d'art de sa collection. La bague à mon doigt a attrapé la lumière alors que j'enroulais mes bras autour de son cou. Le symbole d'un lien qui avait commencé par le calcul, mais s'était transformé en quelque chose qu'aucun de nous n'avait attendu. Quelque chose de réel, de durable, et qui valait chaque risque que nous avions pris pour le trouver.